Là, c'est un vaste sujet parce que ça interroge finalement la conception de chacun de ce que doit être une peine. Et donc ça a évolué très fortement au cours du temps, hein. La prison n'a pas toujours existé, hein. Avant, on recourait plus directement à des châtiments corporels et on n'avait pas forcément besoin de la prison. Certaines sociétés, notamment du Nord, justement, essaient de réduire un petit peu la place de la prison, de n'utiliser la prison et cette peine que vraiment en tout dernier recours, et donc ça aboutit à des taux d'incarcération plus faibles qu'en France. Mais de ce point de vue-là, la France, elle me semble assez normale, entre guillemets, dans la norme en tout cas des pays avancés, c'est-à-dire qu'on a des taux d'incarcération qui sont assez similaires à ceux de nos voisins, même s'il y a des petites différences, mais globalement, on est dans une forme de norme. Pour autant, la prison, je pense qu'elle reste dans l'inconscient collectif la seule véritable peine en réalité. Bien souvent, c'est frappant je trouve, des détenus, enfin des condamnés plutôt, qui n'ont jamais encore été incarcérés, mais qui ont déjà été condamnés à tout un tas d'autres peines, ce qui est très fréquent, des peines d'amende, des peines de sursis avec mise à l'épreuve. Ils arrivent au tribunal et ils disent « non, je n'ai jamais été condamné ». Alors qu'ils ont un casier judiciaire de 5 ou 10 condamnations parfois. C'est parce que la prison, pour les détenus ou les futurs détenus, comme pour le citoyen lambda, bien souvent, c'est la peine centrale, c'est clairement la peine de référence dans le code pénal de toute façon. Et quand il n'y a pas la prison, c'est finalement qu'il n'y a pas vraiment eu de peine, il n'y a pas vraiment eu de sanction. C'est aussi un peu le discours des victimes, bien souvent, qu'on entend. Il y a plusieurs arguments. Il y a un premier argument qui est finalement l'intérêt et la défense de la dignité des personnes et donc la volonté que les droits humains soient respectés partout. En tout cas, quand on se situe dans un état de droit comme la France, on peut souhaiter, considérer comme désirable que l'état de droit et les règles que l'État s'impose s'appliquent à tous les citoyens, quel que soit le lieu de leur résidence, on va dire, y compris dans les lieux de détention. Donc, des règles s'appliquent évidemment dans ces lieux de détention et bien souvent, au cours chaque année, hein, l'État est condamné justement par la justice, soit française, les tribunaux administratifs, soit par la justice européenne, pour justement ces conditions de détention qui sont jugées fréquemment indignes, attentatoires à la dignité humaine, et donc l'État est très fréquemment condamné pour les conditions de détention que subissent les détenus en France. Donc c'est un premier argument, on va dire humanitaire, et puis l'argument aussi juridique, au point que depuis un an, l'État a été contraint, le gouvernement a été contraint de créer une règle, un recours finalement, pour qu'une personne qui se plaint de situations, de conditions de détention indignes, puisse effectivement obtenir une réponse et donc généralement un transfert vers un autre établissement, bref, qu'un recours existe alors qu'auparavant ce recours n'existait pas. Et puis le deuxième argument, c'est celui qui intéresse le plus l'économiste, c'est quelles sont les conséquences de ces conditions de détention. En particulier, quand on parle de conditions de détention indignes, est-ce que ces conditions de détention, elles sont bénéfiques à la société? Donc on doit penser à quels sont les effets notamment sur la dissuasion des délinquants, quels sont les effets sur la préparation à la réinsertion, la lutte contre la récidive. Et donc là, l'économiste s'intéresse à cette question et montre, de très nombreux travaux maintenant le montrent, alors pas encore en France, mais dans beaucoup d'autres pays, il y a un consensus, que des conditions de détention plus dures, plus difficiles, plus indignes, aboutissent en réalité à une augmentation du risque de récidive chez les sortants de prison, notamment parce qu'on prépare moins bien la réinsertion de ces personnes-là. Donc il y a tout un tas d'enjeux qui peuvent amener à vouloir s'intéresser, creuser cette question et tenter de quantifier, mesurer ces conditions de détention et leur disparité. Alors on se retrouve déjà à avoir des prisons bien souvent indignes ou aux conditions de détention très difficiles, parce que la plupart des prisons sont des prisons anciennes. Certaines prisons sont en fait des bâtiments qui datent du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle.
Certaines, pas toutes bien sûr, mais certaines d'entre elles sont déjà des établissements très anciens. Parmi les établissements plus récents, certains se dégradent très rapidement. C'est justement un enjeu assez important au sein de l'administration pénitentiaire française, la dégradation rapide de certains bâtiments, y compris des bâtiments récents. De plus, même les bâtiments récents, qui ont été pensés d'un point de vue architectural, notamment pour concevoir des bâtiments vraiment sûrs, qui permettent de réduire par exemple le risque d'évasion, qui permettent de réduire le risque de suicide aussi. Ces bâtiments, ils peuvent être aussi très difficiles à vivre. Ils sont jugés bien souvent déshumanisés et déshumanisants, parce que tout est automatisé, parce que les murs sont blancs, parce que plein de choses qui fait qu'en réalité, les conditions de détention, même quand elles peuvent paraître difficiles, indignes, dégradées, ce qui compte avant tout dans le vécu des détenus, c'est bien souvent la chaleur humaine qui se dégage d'un établissement, finalement l'état d'esprit général, la coopération, collaboration, au contraire les tensions entre les détenus ou entre détenus et surveillants par exemple. Donc il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu, qui dépassent de loin les questions purement architecturales. Le deuxième point, donc, ça concerne le fait que les prisons sont pour beaucoup surpeuplées, très fortement surpeuplées en réalité en France aujourd'hui. Donc il faut distinguer grosso modo les maisons d'arrêt qui accueillent à peu près 60% des détenus, des 70 000 détenus, et puis les autres établissements qu'on appelle les établissements pour peine, les maisons centrales, les centres de détention, etc. Mais donc tout ce qu'on entend sur la surpopulation des prisons est concentré en réalité sur les maisons d'arrêt, puisque dans les autres types d'établissements, il y a une forme de numerus clausus et on ne prend pas de détenus en surnombre, ou très très rarement. Donc dans les maisons d'arrêt, on a grosso modo un taux de surpopulation de l'ordre de 140%. 140%, ça veut dire qu'on a 140 détenus pour 100 places, pour 100 lits. Et donc fatalement, il faut trouver un moyen de mettre ces détenus supplémentaires dans des cellules qui vont vite devenir surchargées. Donc une cellule classique en France, c'est 9 mètres carrés pour 2 détenus. Sauf que si vous êtes à 140%, ça veut dire qu'il va falloir mettre un troisième détenu. Un troisième détenu, ça veut dire qu'il faut mettre un nouveau lit supplémentaire, un matelas au sol, ce qui réduit encore la taille de la cellule, puisque 9 mètres carrés, ça inclut les toilettes notamment, l'espace kitchenette. Donc voilà ce qui concrètement, à la fin, dégrade le plus les conditions de détention, c'est cet enjeu de la surpopulation. Oui, je pense qu'il y a en effet une forme d'impuissance parce que le constat, il est connu depuis longtemps. L'Observatoire, l'idée, c'est d'objectiver un petit peu ce constat, mais en réalité, le fait que certaines prisons soient très dégradées, c'est parfaitement connu par l'administration pénitentiaire et de manière plus générale par les pouvoirs publics. Ils subissent des condamnations très fréquentes pour ces établissements-là. Fresnes, par exemple, Bordeaux, Gradignan aussi, Toulouse-Cesse, Marseille, les Baumettes, etc. Tout ça, ce sont des prisons qui sont connues et les constats sont clairs. L'impuissance, elle vient en particulier du fait que construire des prisons qui soient parfaitement dignes, respectueuses des droits et qui préparent à la réinsertion, comme on le voit en Europe du Nord notamment, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à la construction. Le bémol ou le point positif, c'est que ça ne coûte pas forcément plus cher ensuite à entretenir parce qu'on a peut-être moins besoin de mettre l'accent sur la sécurité, donc moins besoin peut-être de personnel pénitentiaire dans ces établissements quand ils sont plus ouverts, plus dignes et plus centrés sur la réinsertion. Mais le principal enjeu pour moi, oui, c'est la question du financement. L'administration pénitentiaire dépense beaucoup d'argent chaque année simplement pour construire des établissements et pour les maintenir en état de fonctionner. Et puis, l'administration pénitentiaire, elle arrive en aval. Les décisions, elles sont prises par les juges ou les procureurs. Et puis, tout au bout de la chaîne, c'est la décision politique, le législateur, qui décide du code pénal, de la sévérité des peines. Et donc, l'administration pénitentiaire, elle doit absorber un flux sans pouvoir le maîtriser directement. L'idée en fait d'un score des conditions de détention, c'est d'essayer d'agréger l'information disponible sur chaque établissement pénitentiaire et les conditions de détention dans chaque prison en France. Donc on a 185 prisons en France et elles ont toutes des caractéristiques. Elles ont par exemple une certaine ancienneté du bâtiment. Au contraire, le bâtiment peut être récent, daté des années 2000.
On a des caractéristiques comme l'isolement géographique. Certaines prisons sont en centre-ville, c'est plutôt les maisons d'arrêt les plus anciennes. Et puis on a généralement des nouveaux bâtiments qui sont construits plutôt dans les campagnes ou en périphérie des grandes villes. C'est une caractéristique importante des conditions de détention, puisque la distance peut réduire la possibilité pour les familles, par exemple, de se rendre en détention. Idem pour les associations et tout le secteur de la vie associative en général. Donc, parmi les autres dimensions qu'on souhaite intégrer dans ce score, il y a aussi justement la surpopulation et tout simplement la taille d'un établissement. Vivre dans un établissement de 100 places, ce n'est pas du tout la même chose que vivre à Fleury-Mérogis ou à Fresnes, où il y a 1 millier, 2 milliers, 3000 détenus. Ce n'est pas du tout la même atmosphère, ce n'est pas du tout les mêmes conditions de détention. Et puis il y a aussi d'autres indicateurs un peu objectifs, par exemple les taux de suicide qui varient très fortement d'un type d'établissement à l'autre. Donc toutes ces variables-là, on essaie de les intégrer dans un unique score. Donc c'est une approche assez mathématique, quantitativiste, mais qui permet, on l'espère, de synthétiser l'information et à la fin de donner quand même une idée, pas parfaite, mais une idée quand même de la qualité des conditions de détention dans un établissement par rapport à un autre. Et justement, il y a eu une polémique récente sur la prison de Fresnes, cette histoire du karting à Fresnes pendant l'été. Et en réalité, quand on regarde ce score qui agrège donc de l'information sur 6 à 8 variables, 8 dimensions des conditions de détention, on se rend compte que Fresnes est la pire prison de ce point de vue-là, du point de vue de ce score, parmi les 180 prisons françaises. Donc quelle que soit la manière dont on croise toutes ces informations, Fresnes est vraiment parmi les prisons les plus difficiles en France. Et donc c'est intéressant que cette polémique concerne Fresnes, alors que clairement c'est un établissement qui est très difficile et où ce type d'événement du type karting est totalement exceptionnel. Oui, c'est un peu l'idée. Ça peut être le score un outil, notamment pour des juges qui sont amenés à se prononcer soit sur le prononcé d'une peine d'emprisonnement ou non, ou bien des juges d'application des peines qui doivent décider, par exemple, de libération conditionnelle. Le fait d'avoir un indicateur, que ce soit sous la forme d'un score ou sous la forme d'un rapport, un état des lieux précis, ce que fait le contrôleur général des lieux de privation de liberté par exemple, ça leur donne des informations sur concrètement ce qu'est la détention dans cet établissement et donc ça leur permet d'adapter un peu leur décision à la situation de chaque détenu. Donc c'est en effet un des enjeux, un des espoirs derrière ce score. Ouais, alors les citoyens intéressés, ils peuvent agir principalement auprès d'associations. Donc là, j'ai en tête notamment l'Observatoire international des prisons, qui est la principale association de défense des détenus et qui est souvent à l'origine des condamnations de l'État pour conditions dégradantes ou inhumaines dans les établissements. Donc bien souvent, les détenus sont accompagnés par cette association qui fait souvent des appels aux dons justement parce qu'elle a des moyens limités pour faire ce travail-là. Ensuite, il y a aussi le travail d'aide, d'accompagnement et aussi d'information auprès du CGLPL, donc le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une institution avec des moyens quand même modestes, pour un objectif important qui est de contrôler chaque lieu de privation de liberté, et notamment les prisons, pour ensuite pouvoir en tirer des rapports et des recommandations qui sont adressées à l'administration pénitentiaire notamment. Et puis peut-être un dernier moyen, c'est finalement d'essayer de s'informer de manière plus générale sur la thématique des conditions de détention. Et donc là, il y a plein de ressources, y compris, et c'est un peu l'objectif de l'Observatoire, des ressources qui permettent de bien comprendre ce champ-là qui est assez peu connu par les citoyens en général et d'apporter des éléments un peu chiffrés et les plus objectifs possibles sur la situation des prisons.